Eh bien, une partie du granit de la Grande Pyramide provient de plus de 800 km au sud. Il est très difficile pour les archéologues d'expliquer comment cela a été possible en utilisant uniquement l'effet de levier et la mécanique. On pourrait supposer, peut-être ont-ils construit une rampe et hissé les pierres en haut. Mais en 2017, des scientifiques qui ont scanné la Grande Pyramide ont fait une découverte incroyable. Une chambre secrète de 30 mètres de long, scellée de l'intérieur et sans entrée. Graham Hancock pense que son contenu pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Mais cette chambre n'est que le dernier indice. La véritable preuve, selon lui, serait gravée dans la pierre érodée par l'eau, codée dans des alignements stellaires impossibles et enfouie sous une couche de débris cosmiques. Voici pourquoi Hancock pense que les anciens Égyptiens n'ont pas construit les pyramides. Les anomalies pyramidales. Graham Hancock a relevé plusieurs incohérences dans les pyramides, à commencer par leur précision impossible. La structure a été construite avec plus de 2,3 millions de blocs, chacun ajusté avec une telle précision qu'une feuille de papier ne peut s'y glisser. Certains de ces blocs pèsent jusqu'à 80 tonnes et auraient été extraits des carrières d'Aswan, à près de 500 mètres au sud. Pourtant, aucune trace de la manière dont ces blocs ont été déplacés, soulevés ou posés avec une telle perfection, n'a subsisté. Les Égyptiens ont documenté presque tous les aspects de leur vie quotidienne. Or, ils n'ont laissé aucune image illustrant comment cette tâche était accomplie, un détail que Hancock juge extrêmement suspect. Hancock attire également l'attention sur la base de la pyramide, une fondation qui s'étend sur 5,3 hectares et reste de niveau à moins de 2,5 cm près. Même avec la technologie laser actuelle, atteindre un tel degré de précision serait un exploit remarquable. Pourtant, selon les égyptologues, tout a été réalisé en seulement 20 ans. Hancock détaille les chiffres. En supposant des journées de travail de 10 heures et des équipes travaillant toute l'année, les bâtisseurs auraient dû extraire, tailler, transporter et positionner avec une précision absolue un bloc de 2,5 tonnes toutes les 4 à 5 minutes, et ce, sans interruption pendant 2 décennies. Sans pause déjeuner, sans erreur, sans retard. Pour Hancock, ces calculs à eux seuls suggèrent une incohérence. Mais c'est l'orientation de la pyramide qui interpelle Hancock. Ses faces sont alignées presque parfaitement sur le nord géographique, avec un écart de seulement 0,05 degrés. Une précision que même les bâtisseurs modernes peinent à égaler. Pourtant, il y a plus de 5 ans, elle fut atteinte grâce à des outils et des méthodes que personne ne peut expliquer clairement. Les anciens Égyptiens étaient certes d'habiles astronomes, mais ce niveau de précision témoigne d'une compréhension plus profonde de la géométrie terrestre elle-même, une compréhension qui, selon Hancock, ne pouvait pas avoir vu le jour en Égypte. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on examine l'intérieur des pyramides. Les couloirs s'entrelacent avec une précision mathématique, s'élevant et s'abaissant à travers la pierre comme un labyrinthe savamment agencé. En leur centre se trouve une chambre entièrement taillée dans le granit. Une pièce où règne une faible vibration, un bourdonnement perceptible même dans le silence. Des tests modernes révèlent que la chambre du roi résonne à des fréquences acoustiques mesurables grâce à ses dimensions précises et à sa construction en granit. Malgré cette précision complexe, l'intérieur paraît presque vide. Aucune inscription, aucune offrande, pas même de prières aux dieux. Chaque tombeau royal de l'Ancien Empire est imprégné de textes destinés à guider l'âme dans l'au-delà. Mais ici, pas même le nom du pharaon Khufu, hormis une faible marque rouge de carrière découverte dans une cavité supérieure. Une marque dont l'authenticité divise encore les chercheurs. Hancock pense que cette absence était délibérée, comme si les bâtisseurs voulaient affirmer quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mort. L'histoire nous apprend que la Grande Pyramide a été construite avec des ciseaux de cuivre, des masses de bois et des cordes, les outils ordinaires de l'âge du bronze. Or, ces outils ne peuvent pas tailler le granit efficacement. Les tailleurs de pierre modernes ont essayé de reproduire ce travail et ont échoué, incapables d'égaler la précision nette et symétrique des blocs de pierre de Gizeh. Les surfaces sont si finement façonnées qu'elles semblent usinées et non taillées à la main.
Et si un tel savoir-faire a réellement été atteint avec des outils primitifs, demande Hancock, où sont les preuves? Il existe cependant un fragment des archives anciennes. Un simple indice ou peut-être une fausse piste. Le papyrus miroir, découvert en 2013, est le plus ancien document écrit jamais trouvé en Égypte. Il s'agit d'un journal de travail tenu par un fonctionnaire nommé Miroir, décrivant le transport de pierres de Parman de Toura à Gizeh. En somme, un manifeste de livraison. Il relate la logistique, mais ne révèle rien sur la conception, l'ingénierie ou la précision nécessaires à la construction de la pyramide telle qu'elle se dresse encore aujourd'hui. Pour Hancock, c'est comme trouver un reçu d'expédition de pièces détachées et prétendre qu'il explique comment construire un ordinateur. Les preuves géologiques de Hancock. Graham Hancock pense que les pyramides de Gizeh sont l'héritage d'une civilisation bien plus ancienne, bien plus avancée, et aujourd'hui en grande partie disparue. Hancock soutient que des milliers d'années avant le règne de Khufu, une culture oubliée possédait une maîtrise étonnante de l'astronomie, de la géométrie et de l'ingénierie, qui se seraient transmises plus tard aux Égyptiens sous forme fragmentaire. Ces preuves géologiques se concentrent sur le Sphinx, et non sur les pyramides elles-mêmes. Au début des années 1990, le géologue Robert Shook de l'Université de Boston a examiné l'enceinte du Sphinx et a fait une découverte qui a bouleversé l'égyptologie. Les parois calcaires entourant le monument étaient sillonnées de profondes fissures verticales et de motifs ondulés. Une érosion que Shook attribuait exclusivement à de fortes pluies soutenues, et non au vent ou au sable. L'Égypte n'a pas connu de telles précipitations depuis environ 7000 avant notre ère, soit des milliers d'années avant les pharaons. Mais l'analyse de Shook a ouvert la voie à une réévaluation complète de Gizeh. La vallée voisine et les temples du Sphinx, taillés dans le même socle rocheux que le Sphinx lui-même, présentent les mêmes profondes marques d'érosion dues à l'eau. Si ces monuments formaient autrefois un ensemble unifié, soutient Hancock, ils pourraient tous avoir une origine commune et étonnamment ancienne. Les pyramides qui s'élèvent juste derrière, construites dans le même type de calcaire, sont suffisamment proches pour suggérer un lien possible. Cependant, cette théorie reste spéculative et est largement contestée par les égyptologues qui insistent sur le fait que l'érosion a été causée par le vent et le sable. Mais Hancock pense que les pierres ne sont que le premier indice. La piste se poursuit dans le ciel, où la prochaine preuve se trouve parmi les étoiles, une preuve astronomique. Hancock est fermement convaincu que la chronologie communément admise, qui situe la construction de la Grande Pyramide environ 2560 ans avant Jésus-Christ, n'est qu'une illusion. Pour le prouver, il met en avant un autre indice dissimulé à l'intérieur même de la pyramide. La chambre du roi. 2 conduits étroits s'élèvent selon des angles précis, l'un aligné avec la ceinture d'Orion, l'autre avec l'étoile Sirius. Il ne s'agit pas de simples aérations. Hancock pense qu'elles ont été intentionnellement conçues pour cibler des étoiles spécifiques lors de certaines épopées, constituant ainsi une signature astronomique laissée par les bâtisseurs désireux de marquer leur place dans le cosmos. Une telle précision aurait exigé une connaissance exacte du ciel, de la lente progression des équinoxes, des cycles des étoiles et du rythme du ciel nocturne sur des dizaines de milliers d'années. Hancock affirme que ce niveau de maîtrise astronomique est incompatible avec la 9e dynastie égyptienne. Les découvertes du chercheur Robert Bauval, connu sous le nom de théorie de la corrélation d'Orion et apparues au milieu des années 1990, viennent étayer l'argument de Hancock. Bauval a avancé que la disposition des 3 grandes pyramides n'était pas le fruit du hasard. Vue du ciel, leur alignement. Elle reproduit la configuration de la ceinture d'Orion à une exception près. La plus petite pyramide, celle du pharaon Manori, est légèrement décalée, tout comme Mantaka, l'étoile la plus faible, est décalée par rapport à l'alignement formé par Al-Natak et Al-Nam. La correspondance était trop précise, affirmait Bauval, pour être une coïncidence. La plus grande pyramide, celle de Khufu, était alignée avec Al-Nitak, l'étoile la plus brillante. Quant à la pyramide centrale, celle du pharaon Khafrès, elle correspondait à Al-Nolam,
Ensemble, elles formaient une carte terrestre du ciel. Mais la découverte suivante de Boval allait propulser cette théorie bien au-delà du simple hasard. Lorsqu'il a projeté le ciel à l'envers à l'aide d'un logiciel astronomique, il a constaté que la disposition des pyramides ne correspondait parfaitement à la ceinture d'Orion que telle qu'elle apparaissait environ 500 ans avant Jésus-Christ, et non à l'époque où les égyptologues affirmaient qu'elles avaient été construites. À cette date antérieure, Orion se serait trouvé directement au-dessus du plateau de Gizeh, au point le plus bas de son cycle céleste. Un moment que les anciens observateurs du ciel ont peut-être perçu comme la renaissance des cieux. Dans la mythologie égyptienne, Orion était associé à Osiris, dieu de la résurrection et de l'équilibre cosmique. Baal soutenait que l'alignement des pyramides relevait de la géométrie sacrée et constituait une tentative délibérée de refléter le ciel sur terre. Le Nil lui-même, qui coule juste à l'est des pyramides, reflète la Voie lactée, formant un pendant terrestre au fleuve céleste qui serpente à travers les cieux. Plus frappant encore est le lien entre la structure interne de la pyramide et cette connexion stellaire. Le conduit sud, partant de la chambre du roi, pointe directement vers Alnetak, l'étoile la plus brillante de la ceinture d'Orion, tandis que le conduit nord s'aligne sur Tuban, l'étoile polaire, telle qu'elle apparaissait 500 ans avant notre ère. Ce double ciblage, note Hancock, témoigne d'une compréhension complexe de multiples épopées, une conception visant à préserver les données astronomiques à travers les âges. Les bâtisseurs, quels qu'ils fussent, semblent avoir compris que l'axe de la Terre oscille lentement selon un cycle d'environ 26 ans. Cette lente dérive, appelée précession des équinoxes, provoque le déplacement des étoiles au fil des siècles. Pourtant, l'histoire nous apprend que ce mouvement ne fut découvert que par l'astronome grec Hipparos au IIIe siècle avant J2C. Comment les bâtisseurs des pyramides auraient-ils pu intégrer un phénomène que la science moderne n'a reconnu que des millénaires plus tard? Soit l'histoire est incomplète, soit quelqu'un observait le ciel bien avant nous, comme l'explique Hancock. C'est l'une des preuves vivants les plus convaincantes que les bâtisseurs des pyramides ont hérité d'un savoir astronomique, avancé d'une civilisation bien plus ancienne que l'Égypte, une culture qui comprenait les longs cycles célestes et cherchait à préserver cette compréhension à travers l'architecture, Hancock étant les découvertes de Baal, au-delà de l'Égypte, à travers le monde. Il identifie des monuments anciens qui, selon lui, présentent les mêmes structures célestes, dont l'alignement semble suivre des constellations spécifiques ou des équinoxes. Au Mexique, Hancock pense que l'avenue des morts à Teotihuacan s'aligne sur le coucher de la ceinture d'Orion, reproduisant le motif de Gizeh de l'autre côté de l'océan. Au Cambodge, il propose que les temples d'Angkor Wat soient agencés de manière à refléter la constellation du Dragon et la position des solstices, codant ainsi les mouvements du ciel boréal. Et en Angleterre, il suggère que l'alignement précis de Stonehenge avec le lever et le coucher du soleil au solstice pourrait marquer non seulement les saisons, mais aussi la lente dérive du temps. Bien que ces liens restent spéculatifs et reposent sur des hypothèses plutôt que sur un consensus archéologique établi, Hancock les considère comme la preuve d'un réseau de connaissances cosmiques disséminées et à travers les continents par les survivants d'un monde disparu. Mais il ne se contente pas de théoriser. Il évoque également des preuves d'un cataclysme si vaste qu'il aurait effacé leur civilisation de l'histoire et enfoui son souvenir sous les sables du temps, l'impact du DUS plus récent. En 2007, un groupe de scientifiques a proposé l'hypothèse d'un impact de DUS plus récent. Il s'agirait d'une comète ou d'un astéroïde fragmenté qui se serait désintégré dans l'atmosphère terrestre, provoquant des pluies de feu sur de vastes régions de la planète. Des incendies de forêt ont fait rage. La suie a obscurci le ciel et les températures mondiales ont chuté en quelques mois, replongeant la planète dans des conditions quasi glaciaires pour plus de 1000 ans. Hancock pense que cette mystérieuse anomalie climatique a marqué la fin de la civilisation oubliée qui aurait construit les pyramides. L'hypothèse de l'impact du DUS récent reste sujette à débat scientifique. Bien que des traces de nanodiamants et de matériaux d'impact aient été découvertes sur de nombreux sites, certains géologues avancent d'autres explications. Mais Hancock se concentre sur les faits incontestables. Il y a 12 800 ans,
un événement a provoqué un bouleversement climatique brutal et radical qui a profondément perturbé la civilisation humaine. Sur tous les continents, les traces de cet événement persistent encore dans les sols. Des géologues ont identifié une fine couche de sédiments sombres appelée baie tapis noir, présente sur plus de 50 sites archéologiques en Amérique du Nord et ailleurs. Cette couche sépare un monde peuplé d'animaux de l'ère glaciaire et de premiers chasseurs-cueilleurs du paysage aride qui a suivi. Au sein de cette couche, les scientifiques ont découvert des nanodiamants, des particules riches en iridium et de minuscules sphères vitreuses appelées microsphères, qui ne se forment que sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrêmes, comme celle produite par un impact cosmique. La présence de matériaux comme du verre fondu, du quartz choqué et des traces de carbone à haute température suggère que la Terre a subi des explosions suffisamment puissantes pour vaporiser la roche et faire fondre le sable. Les chercheurs estiment que les conséquences ont été catastrophiques. Tout porte à croire que la culture Clovis, l'une des plus anciennes sociétés connues d'Amérique du Nord, a disparu des archives archéologiques presque du jour au lendemain. D'immenses troupeaux de mammouths, de paresseux géants et de tigres à dents de sabre disparurent, ainsi que plus de 70% des grands mammifères du continent. Les fleuves changèrent de champ de cours, les côtes se modifièrent et le climat sombra dans une période de froid intense qui dura plus d'un millénaire. L'humanité elle-même fut contrainte de battre en retraite, survivant dans des refuges épars, tandis que l'ancien monde se figeait sous des tempêtes de cendres et de neige. Pourtant, tous ne périrent pas. Hancock est convaincu que certains survivants ont transmis des fragments de leur savoir aux générations suivantes en Égypte, en Mésopotamie et en Mésoamérique. Il cite Göbekli Tepe comme l'un de ses arguments les plus convaincants. Découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, ce site archéologique remonte à plus de 1100 ans, soit 2 fois plus vieux que Stonehenge, plus ancien que les premières cités de Mésopotamie et bien plus ancien que les pyramides d'Égypte. Mais Hancock ne s'intéresse pas seulement à la date de construction. Il cherche à savoir qui l'a construite et ce que cela implique. Les archéologues s'accordent à dire que les bâtisseurs étaient des chasseurs-cueilleurs qui ne pratiquaient ni l'agriculture, ni la poterie, ni l'outillage métallique, ni ne vivaient dans des villages permanents. Pourtant, ils ont réussi à sculpter des piliers de calcaire de 20 tonnes, dressés comme des théières géantes, et à représenter des formes humaines stylisées avec des bras, des mains et des ceintures légèrement ciselées. Autour d'elles, des sculptures complexes de renards, de vautours, de scorpions, de serpents et de symboles abstraits ornantent les visages de pierre d'une signification que personne ne comprend pleinement. Les piliers se dressent selon une géométrie parfaite et sont alignés sur des points clés de l'horizon. Certains chercheurs pensent que ces alignements suivent les constellations ou les solstices, ce qui laisse supposer une connaissance approfondie et délibérée des étoiles. Reste le mystère de son enfouissement. Des milliers de tonnes de terre ont été délibérément tassées autour de Göbekli Tepe, la préservant avec une précision indéniable. Hancock est convaincu qu'aucune force naturelle n'en est à l'origine. Quelqu'un l'a enfoui intentionnellement, comme un acte de protection contre une catastrophe. Mais ce qui rend Göbekli Tepe véritablement troublant, c'est son ancienneté. Elle fut construite au moment précis où la pyramide de Douce s'acheva. Hancock insiste sur le fait que ce n'est pas une coïncidence. Pourtant, même ce site, dit-il, pourrait ne pas être la plus ancienne trace de ce monde disparu. Au cœur même de la Grande Pyramide, un dernier indice a été mis au jour, le vide caché. En 2017, le projet de numérisation des pyramides a utilisé la tomographie muonique, une technique d'imagerie par rayons cosmiques pour scruter l'intérieur de la Grande Pyramide de Khufu sans la percer ni l'endommager. Leurs découvertes ont stupéfié la communauté scientifique, une chambre cachée d'environ 30 mètres de long, située directement au-dessus de la Grande Galerie. Cette cavité était si vaste qu'elle pourrait contenir un petit avion de ligne. Pourtant, sa nature et sa raison d'être demeurent un mystère. Scellée au cœur de la pyramide, parfaitement alignée sur son axe interne, sans entrée, passage visible ni inscription suggérant une fonction connue, cette chambre présente un emplacement précis, équilibré entre les chambres du roi et de la reine. Cependant, la précision de son placement, en équilibre entre ces deux chambres, laisse penser à une intention délibérée plutôt qu'à un accident de construction. Les égyptologues
ont rapidement émis l'hypothèse que ce vide pourrait servir de cavité de décharge. Un espace creux destiné à réduire la pression sur les chambres inférieures. Mais cette explication ne concorde pas. Les cavités de décharge connues au-dessus de la chambre du roi sont petites, superposées et rudimentaires. Rien à voir avec l'espace vaste, symétrique et totalement isolé découvert ici. Certains chercheurs pensent que cette chambre a peut-être été construite pour protéger quelque chose d'inaccessible. Son isolement pourrait également indiquer qu'elle n'était pas destinée à être pénétrée par l'homme. Mais ce qui la rend encore plus remarquable, c'est la précision de sa construction. Même avec des outils modernes, les ingénieurs soulignent que la construction d'une cavité parfaitement équilibrée au cœur de la pyramide, invisible depuis la surface et symétriquement alignée avec ses espaces intérieurs, aurait nécessité une connaissance de la cartographie interne et de la répartition des charges bien supérieure à celle des outils de la Heian dynastie. Plus récemment, des relevés géoradars et sismiques effectués autour du plateau de Gizeh ont permis de détecter d'autres anomalies en forme de L sous le complexe pyramidal. Ces formations souterraines suggèrent la présence possible de tunnels ou de chambres s'étendant de la base de la pyramide jusqu'au bord du plateau. Élément d'un plan architectural encore totalement inconnu. Les données montrent également que ces anomalies convergent le long du même axe vertical que le vide caché au-dessus de la chambre du roi, suggérant un système interconnecté reliant les profondeurs souterraines aux hauteurs de la structure. Pour Hancock, c'est la preuve irréfutable. Si la pyramide n'était que le tombeau de Khufu, pourquoi construire une immense chambre scellée et inaccessible? Pourquoi créer des passages souterrains sans fonction funéraire? Selon sa théorie, ce vide serait une crypte construite par les survivants du jeune Dus pour préserver des connaissances, des calculs astronomiques, des principes d'ingénierie et des formules mathématiques. Le savoir d'une civilisation qui pressentait la catastrophe. La pyramide n'a pas été construite en l'honneur d'un pharaon, mais pour survivre à la fin du monde et transmettre le savoir à l'ère suivante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la suivante. Merci de votre attention.